For lorsque l'animatrice Laura Ingraham a mentionné l'enquête Médicis à l'antenne, elle l'a qualifiée d'une de ces histoires qui sonnent comme de la fiction jusqu'à ce que l'on réalise qu'elle est réelle. Et elle n'exagérait pas. Dans les profondeurs de Florence, des scientifiques ont découvert quelque chose qui a ébranlé des siècles d'histoire royale. Ce qui avait commencé comme une étude de routine sur l'une des familles les plus puissantes d'Europe a rapidement mené à une découverte inattendue sur les enfants Médachis, leur décès et les secrets les plus sombres de la dynastie. Mais la vérité qu'ils ont trouvée n'était pas le récit glorieux dont l'histoire se souvient. La scène dans les eaux. En 2004, un groupe de scientifiques et d'historiens a entamé ce qui allait devenir l'un des projets médico-légaux les plus ambitieux de l'histoire européenne, le projet Médachi. La mission était simple sur le papier, mais ardue dans la pratique, exhumer et étudier les restes de la famille la plus puissante de la Renaissance florentine, les Médii. Le projet a débuté à l'intérieur de la basilique de San Lorenzo, le lieu de sépulture de longue date de la famille, où des générations de ducs, de duchesses et d'enfants avaient été enterrés. En ouvrant les tombes, l'équipe espérait mieux comprendre la santé de la famille, sa lignée génétique et les conditions de son époque. Il voulait également élucider les mystères de longue date entourant la mort précoce de plusieurs enfants Médicis. La basilique elle-même était un lieu plein de contradictions. Au-dessus du sol, elle était l'un des grands trésors de Florence, un chef-d'œuvre de l'architecture de la Renaissance, lié à la richesse de la famille et à son mécénat des arts. Mais sous terre, dans la crypte, l'atmosphère était différente. Humide, lourde et portant le poids des siècles, les voûtes funéraires étaient des archives cachées d'ossements, de cercueils et de reliques de pouvoir. Au fur et à mesure de l'ouverture des tombes, les chercheurs du projet sont entrés dans un monde qui avait été scellé pendant des centaines d'années. La première découverte majeure a été quelque chose de plus troublant qu'un artefact étincelant ou un sarcophage intact. Un groupe de petits cercueils, certains empilés, d'autres effondrés sur eux-mêmes. Les rapports les décrivent comme des sépultures de nourrissons désordonnés, une découverte inhabituelle compte tenu des coutumes cérémonielles strictes habituellement suivies par les Médachis. Ce n'étaient pas les cercueils ornés et bien conservés auxquels on pourrait s'attendre pour des enfants d'un tel statut. Au lieu de cela, certains étaient brisés, d'autres s'étaient désalignés, et d'autres encore semblaient avoir été mélangés au fil du temps. La scène ne correspondait pas à l'image d'un site funéraire dynastique soigneusement entretenu. Une des raisons de ce désordre pourrait être attribuée à une catastrophe de l'histoire plus récente de Florence. En 1966, l'Arno a débordé de son lit lors de l'une des pires inondations que la ville ait jamais connues. L'eau a ravagé la ville, endommageant des œuvres d'art inestimables, des archives et des quartiers entiers. San Lorenzo n'a pas été épargné. L'eau de l'inondation s'est infiltrée dans les cryptes, perturbant les sépultures et affaiblissant les cercueils déjà fragilisés par l'âge. Selon les rapports, l'inondation a laissé certains des plus petits cercueils fissurés et d'autres partiellement effondrés, les restes ayant été déplacés et, dans certains cas, mélangés. Pour les scientifiques qui sont entrés sur le site des décennies plus tard, cela a représenté un défi énorme, la limite entre les pratiques funéraires originales et les perturbations ultérieures avait été brouillée par l'inondation. Pourtant, même avec les dommages, les cercueils soulevaient des questions pressantes. Pourquoi y avait-il autant de sépultures, de nourrissons regroupés? Les Méduches tenaient des registres détaillés des naissances, des décès et des mariages. Pourtant, le nombre d'enfants enregistrés sur papier ne semblait pas toujours correspondre aux restes découverts dans la crypte. Certains initiés ont noté que, bien que la mortalité infantile ait été élevée pendant la Renaissance, les registres de sépulture suggéraient moins d'enfants que les ossements ne l'indiquaient. Cette incohérence allait devenir un mystère central pour le projet. Tous ces enfants étaient-ils vraiment membres de la famille?
ou d'autres nourrissons, peut-être des enfants de serviteurs ou des nouveau-nés abandonnés, avaient-ils été placés dans la crypte des Médicis à un moment donné de l'histoire? Pour commencer à répondre à ces questions, l'équipe a lancé un ensemble de protocoles combinant anthropologie, paléopathologie et génétique. Les anthropologues ont catalogué chaque cercueil et chaque ensemble de restes, en notant l'âge, la taille et la position de la sépulture. Les paléopathologistes ont étudié les ossements à la recherche de signes de maladie, de malnutrition ou de traumatisme, dans l'espoir de reconstituer les conditions de santé des courtes vies des enfants. Parallèlement, des échantillons ont été prélevés pour des tests génétiques qui promettaient de confirmer les liens familiaux ou de révéler des anomalies dans le registre généalogique. Selon le plan officiel du projet, cette approche à 3 volets était essentielle, car les os seuls ne pouvaient pas raconter toute l'histoire de qui étaient ces enfants, ni pourquoi ils sont morts si jeunes. Le travail était minutieux. L'ouverture d'un cercueil vieux de plusieurs siècles exigeait des précautions pour éviter d'endommager le contenu fragile. Chaque objet, des fragments de vêtements au bois du cercueil, étaient catalogués. Dans certains cas, les restes n'étaient guère plus que de la poussière d'os, ce qui rendait l'analyse difficile. Les rapports de terrain décrivaient comment certains cercueils se désintégraient au moment où on les touchait, obligeant les chercheurs à passer au crible des couches de bois effondrées, de fragments d'os et de terre. Chaque détail, aussi petit soit-il, était consigné pour une reconstruction ultérieure. Ce qui a frappé de nombreux observateurs, c'est à quel point ce travail était différent de la grandeur habituellement associée aux Médicis. Au lieu de portraits dans des galeries ou de chapelles dorées, l'équipe était confrontée aux os fragiles d'enfants qui n'avaient jamais atteint l'âge adulte. Leurs cercueils ont été perturbés à la fois par le temps et par la catastrophe. Le contraste entre le pouvoir légendaire des Médicis et la vulnérabilité de leurs plus jeunes membres était saisissant. Le but du projet Médicis était de reconstituer l'histoire humaine derrière l'une des familles les plus célèbres de l'histoire. Pour les sépultures d'enfants, cela signifiait essayer de découvrir qui ils étaient, quelles maladies ils portaient et pourquoi leurs vies ont pris fin si rapidement. Dès le début, il était clair que ce ne serait pas une enquête simple. La scène à San Lorenzo était un enchevêtrement d'histoires, de dégâts causés par les inondations et de questions sans réponse. Et pour chaque cercueil ouvert, le mystère ne semblait que s'approfondir jusqu'à ce que les preuves ADN changent tout. C'est ce que l'os a dit en premier. Lorsque les premières analyses scientifiques ont été effectuées sur les minuscules squelettes, les résultats ont brossé un tableau à la fois familier et troublant. Fr. Les ostéologues travaillant os par os ont déterminé que les enfants étaient âgés de nouveau-nés à environ 5 ans. Cette découverte correspondait à ce que les historiens savaient déjà. La mortalité infantile et juvénile était extrêmement élevée dans l'Italie de la Renaissance, même parmi les familles riches. Mais les os contenaient plus que de simples preuves de l'âge. Ils portaient un témoignage silencieux sur la santé, la nutrition et les maladies. Plusieurs squelettes présentaient des signes d'arrêt de croissance, visibles sous la forme de lignes gravées dans les os en développement. Ces interruptions, parfois appelées lignes de Harris, apparaissent généralement lorsque la croissance d'un enfant est stoppée par des épisodes de stress, tels que la malnutrition ou la maladie. Selon les rapports, au moins certains des enfants Médicis ont connu de telles interruptions au cours de leur courte vie, ce qui suggère qu'ils ont enduré des périodes où l'apport alimentaire était inadéquat ou où leur corps luttait contre des infections répétées. En plus des interruptions de croissance, les paléopathologistes ont observé des surfaces osseuses poreuses, en particulier dans les crânes, qui peuvent être liées à des carences nutritionnelles comme l'anémie. Quelques os ont montré des schémas compatibles avec le rachitisme, une maladie causée par le manque de vitamine D, qui affecte la croissance et la structure osseuse.
Bien que ces conditions étaient courantes dans l'Europe de la Renaissance, leur présence dans ces sépultures suggérait que même les enfants élevés dans des foyers privilégiés n'étaient pas à l'abri des mêmes luttes nutritionnelles auxquelles était confrontée la population plus large. Certains initiés ont émis l'hypothèse que des régimes alimentaires restreints pendant la maladie ou des pénuries saisonnières auraient pu jouer un rôle, bien qu'aucune explication unique n'ait été confirmée. Au-delà du stress nutritionnel, les équipes de pathologie ont trouvé des preuves évidentes de maladie. Les lésions les plus poreuses de certains os correspondaient à ce que l'on pourrait attendre d'infections chroniques. Les parasites étaient également suspectés. Les documents de l'époque décrivent des parasites intestinaux très répandus parmi les Florentins, et il est plausible que les enfants aient souffert d'affections similaires qui les auraient encore affaiblis. Dans au moins un cas, les chercheurs ont signalé que le tissu osseux portait des traces compatibles avec le paludisme, une maladie encore présente dans le centre de l'Italie pendant la Renaissance. Selon les récits publiés, l'ADN extrait de restes de tissu mou a fourni des marqueurs qui pointaient vers le parasite du paludisme. Si cela est correct, cela signifierait que les enfants méduches ont été victimes de malnutrition, d'infections, mais aussi d'une maladie transmise par les moustiques qui a façonné une grande partie de l'histoire de la santé européenne. Le tableau, cependant, n'était pas uniforme. Certains squelettes semblaient plus sains, sans preuve visible de maladie ou de stress nutritionnel. Ces cas ont soulevé un autre type de question. Si les enfants ne présentaient aucun signe pathologique, pourquoi étaient-ils morts si jeunes? La mort subite du nourrisson, les troubles congénitaux ou les infections aiguës qui ne laissent aucune trace durable sur les os pourraient tous être des possibilités. Mais comme l'analyse osseuse ne peut pas saisir toutes les causes de décès, l'absence de preuves a laissé des lacunes dans le récit. Les scientifiques ont été forcés d'admettre que l'ostéologie seule ne pouvait pas expliquer entièrement le sort de ces enfants. Les incohérences n'ont fait que s'accentuer lorsque les preuves physiques ont été comparées aux documents historiques. Certains squelettes correspondaient aux âges et aux dates d'enfants médouchis connus enregistrés dans les documents d'archives. D'autres pas. Il semblait y avoir plus de restes que ne pouvait en rendre compte le document écrit. Fr. Les rapports du projet ont noté que la liste généalogique des naissances et des décès ne correspondait pas toujours à ce qui se trouvait à l'intérieur des cercueils. Selon des initiés, au moins quelques squelettes n'ont pu être associés à aucun enfant mentionné dans les registres de baptême ou de sépulture qui ont survécu. Cet écart entre ce qui était sur papier et ce qui était sous la pierre a forcé les chercheurs à se demander si tous les enfants de la crypte étaient vraiment de sang médis ou si des facteurs extérieurs pouvaient expliquer cet écart. Cette disparité a également suscité des murmures sur la façon dont les sépultures de nourrissons avaient été documentées en premier lieu. Les historiens ont noté que, dans l'Italie de la Renaissance, les décès de très jeunes enfants étaient parfois minimisés dans les registres officiels, en particulier s'ils n'avaient vécu que quelques jours ou quelques semaines. Cette pratique culturelle, combinée aux perturbations causées par des siècles de rénovation et de catastrophes naturelles, aurait facilement pu entraîner une confusion quant à savoir qui était enterré où. Pourtant, les preuves physiques étaient difficiles à concilier avec les archives notoirement détaillées de la famille. Les os racontaient des histoires claires de stress, de malnutrition, d'infection et, dans certains cas, de paludisme probable. Pourtant, ils ont également révélé le silence, des décès inexpliqués, des identités non concordantes et des questions sans réponse sur les pratiques funéraires. Les scientifiques pouvaient voir des fragments de la vie de ces enfants gravés dans leurs os, mais de nombreux mystères restaient juste hors de portée. Les preuves physiques, à elles seules, ne pouvaient pas régler les questions plus vastes concernant le sort des enfants médiches. Pour cela, l'équipe devait se tourner vers la génétique et d'autres méthodes avancées,
dans l'espoir de combler les lacunes laissées par les os et les archives, le plan médico-légal et les premiers travaux sur l'ADN. Une fois les os entièrement catalogués, le projet Méduche est passé à sa phase la plus délicate, l'analyse génétique. Le but était simple dans son concept, mais énorme dans sa portée. Utiliser l'ADN pour confirmer l'identité, les relations familiales et le sexe biologique, et pour enfin mettre de l'ordre dans le chaos laissé par des siècles de dommages et d'erreurs d'étiquetage. Le travail a combiné la médecine légale moderne avec l'érudition historique, exigeant à la fois une précision scientifique et le respect de l'une des lignées les plus célèbres d'Europe. Le coordinateur du projet, Gino Foratiari, un paléopathologiste de premier plan de l'université de Pise, a expliqué à l'époque que la génétique offrait le seul moyen fiable de démêler les liens biologiques au sein des tombes des Médicis. Une étude anthropologique pouvait estimer l'âge et la santé, mais l'ADN pouvait prouver qui était apparenté à qui. La première étape a consisté à mettre en place un protocole d'échantillonnage contrôlé. Chaque cercueil, fragment d'os et résidus de tissu devait être manipulé dans des conditions stériles. Les restes ont été photographiés, étiquetés et scellés dans des conteneurs revêtus avant que tout travail de laboratoire ne commence. Les échantillons ont été répartis entre plusieurs laboratoires afin de réduire le risque de contamination et de permettre une vérification indépendante. Des équipes de Florence, Pise et Rome ont chacune géré des parties distinctes de l'analyse. Selon les notes du projet, aucun résultat ne serait accepté s'il n'était pas confirmé par au moins 2 laboratoires. 2 types de matériel génétique ont été ciblés: l'ADN mitochondrial et les microsatellites de l'ADN nucléaire. L'ADN mitochondrial, hérité uniquement de la mère, était le plus stable et le plus facile à récupérer à partir de tissus anciens. Il permettrait aux chercheurs de confirmer les lignées maternelles traversant les femmes médaches. Les tests de microsatellites, en revanche, ont examiné de courts segments répétitifs dans le génome nucléaire, fournissant le type de variation nécessaire pour retracer les relations père-enfant et pour séparer les individus étroitement apparentés. Ensemble, ces méthodes pourraient révéler des schémas de parenté à travers les générations, même lorsque les archives étaient incomplètes. Dès le début, les scientifiques connaissaient que les obstacles. Fr. Les conditions de sépulture de la Renaissance, conjuguées à l'humidité, à la moisissure et aux dégâts causés par les inondations, avaient gravement dégradé le matériel biologique. De nombreux os contenaient peu d'ADN utilisable, et même les échantillons les mieux conservés risquaient d'être contaminés par des siècles de manipulation. Les analystes ont averti dès le début que des faux positifs ou des résultats mitigés étaient inévitables si des contrôles stricts n'étaient pas appliqués. Pour atténuer ce risque, chaque technicien portait des combinaisons stériles complètes et tout ADN moderne, introduit pendant l'analyse, était enregistré afin de pouvoir être filtré pendant le séquençage. Les premiers tests ont porté sur la vérification des marqueurs sexuels. En identifiant les séquences du chromosome IS, les chercheurs pouvaient déterminer quels squelettes étaient masculins et lesquels étaient féminins, une première étape cruciale avant de tenter d'établir des relations familiales. Cela s'est avéré utile lorsque les os avaient été séparés de leur cercueil d'origine. Plusieurs petits squelettes que l'on pensait appartenir à des garçons, par exemple, ont été confirmés plus tard comme étant des femmes grâce à des tests chromosomiques. De telles découvertes ont forcé les conservateurs à réévaluer les anciennes étiquettes et les tableaux de sépulture, révélant la facilité avec laquelle des erreurs s'étaient glissées dans des siècles de documentation. Après l'identification du sexe, la question de la parenté s'est posée. Le projet avait accès à du matériel génétique précédemment testé, provenant de membres Médis confirmés adultes, y compris Francesco le Ier de Médis et le grand-duc Cosmo II. En comparant les séquences mitochondriales et microsatellites, l'équipe pouvait vérifier si l'ADN des enfants correspondait à ces références connues.
Si les profils correspondaient, les chercheurs pouvaient attribuer chaque enfant à une branche maternelle ou paternelle spécifique. S'ils ne correspondaient pas, les restes nécessiteraient une étude plus approfondie ou pourraient être exclus en tant que sépulture non médie. Les résultats de ces premières comparaisons ont été lents à venir. L'extraction de l'ADN de tissus vieux de plusieurs siècles nécessitait des traitements chimiques pour décomposer les minéraux et préserver les fragments de code génétique, souvent plus courts que 100 paires de bases. Dans certains cas, seuls quelques marqueurs pouvaient être récupérés, ce qui obligeait les analystes à s'appuyer sur des modèles statistiques pour estimer les relations. Malgré ces difficultés, des données préliminaires ont commencé à apparaître vers la fin des tests, donnant à l'équipe ses premiers aperçus de la signature génétique de la famille. Les rapports de l'intérieur du projet décrivaient l'atmosphère dans les laboratoires comme étant tendue et méticuleuse. Chaque séquence qui apparaissait sur un écran représentait des mois de travail minutieux et la possibilité de réécrire une partie de l'histoire des Medici. Des contrôles de contamination ont été effectués à plusieurs reprises et tout résultat incohérent a été rejeté et testé à nouveau. Gino a souligné dans des interviews qu'aucune conclusion ne serait publiée tant que toutes les données n'auraient pas été confirmées indépendamment. Selon certains initiés, des désaccords sont parfois apparus entre les laboratoires au sujet de l'interprétation, en particulier lorsque les séquences étaient incomplètes ou ambiguës. Mais toutes les parties ont convenu que même des résultats partiels pouvaient aider à affiner les identités et à structurer l'image confuse laissée par des siècles de tenue de registre. À la fin de cette phase, l'équipe avait établi un cadre solide pour ce qui allait suivre. Ils avaient vérifié les procédures, confirmé plusieurs correspondances parent-enfant et écarté une poignée de restes mal identifiés. Pourtant, le tableau était loin d'être complet. L'ADN dégradé avait laissé des lacunes essentielles, et tous les échantillons n'ont pas produit de données utilisables. Pour les chefs de projet, cela signifiait que la prochaine étape, un séquençage plus profond et une comparaison plus large, serait le véritable test. Toucher un nerf. Ce test allait finalement montrer de nouvelles preuves ADN qui auraient pu enfin percer le mystère des enfants Méduche. FR. Et c'est pire que nous ne le pensions. Et un chercheur est même allé jusqu'à dire que c'est troublant. En 2023, des scientifiques, examinant des restes de la tombe de la famille Médicis, ont fait une découverte qui a changé la façon dont les historiens considèrent la santé et la mortalité de la dynastie. Pour la première fois, des chercheurs ont confirmé qu'au moins un Médache avait été infecté par le Plasmodium falciparum, le parasite responsable de la souche la plus mortelle du paludisme. La preuve provenait de tissus mousse conservés scellés dans des bocaux en terre cuite, enterrés près des cercueils sous la basilique de San Lorenzo à Florence. Ces bocaux, connus sous le nom d'orsi, étaient utilisés lors des rituels d'embaumement de la Renaissance. Les organes retirés du défunt étaient placés à l'intérieur, souvent étiquetés avec les armoiries Médi. Un bocal catalogué sous le numéro d'identification de spécimen 1297 contenait un petit morceau de tissu qui est devenu le centre d'une enquête microscopique intensive. Ce qui semblait être un simple morceau de chair s'est avéré contenir des structures microscopiques qui allaient modifier des siècles de spéculation. Sous un microscope standard, les chercheurs ont noté des amas de globules rouges présentant des inclusions inhabituelles, ou en termes simples, des formes en anneaux à l'intérieur des cellules. Lorsqu'elles ont été colorées avec une solution de diamant, les inclusions ont montré des motifs compatibles avec les parasites Plasmodium. L'équipe a ensuite utilisé la microscopie à force atomique pour confirmer les structures en anneaux typiques du stade de développement précoce des parasites falcipares. Les tests immunologiques ont fourni la preuve finale. Les anticorps spécifiques aux protéines Palsaloperum se sont liés à l'ancien tissu, vérifiant que le parasite avait autrefois été actif dans ce corps. L'examen médico-légal est allé encore plus loin
estimant que près de 40% des globules rouges de l'échantillon étaient infectés. Ce nombre suggérait un cas grave, probablement mortel sans traitement. Chez les patients vivants, une telle paracétmie élevée entraîne une forte fièvre, une anémie et une défaillance organique. La personne dont le tissu a été conservé avait profondément souffert de l'infection et pourrait bien en être morte. L'identité des restes médi-infectés reste inconnue. Les bocaux n'étaient pas tous clairement étiquetés et les registres décrivant quels organes appartenaient à quels membres de la famille ont été perdus après des siècles de manipulation et la dévastatrice inondation de Florence de 1966. Mais même sans nom, la découverte était une révélation. Pour la première fois, une maladie méduche avait été attribuée à un agent pathogène mortel spécifique. Les historiens ont longtemps noté que plusieurs personnalités méduchy, en particulier dans les années 1500, ont souffert de fièvres récurrentes et de périodes de faiblesse décrites dans des lettres de famille. Celles-ci étaient autrefois considérées comme de la typhoïde, de la tuberculose ou de vagues fièvres palustres sans preuve. Maintenant, la présence du parasite dans les tissus médachis donnait un nouveau poids à ces récits. Ce qui avait autrefois été du folklore ou des spéculations de médecins était finalement étayé par une preuve physique. Florence, pendant la Renaissance, n'était pas à l'abri des maladies transmises par les moustiques. Certaines parties de la Toscane étaient marécageuses et riches en eau stagnante, en particulier autour du fleuve Arno. Les domaines de chasse des Médicis dans la région de Morma étaient connus pour les épidémies de fièvre. Malgré la richesse de la famille, elle manquait de toute protection réelle contre les moustiques infectés qui y prospéraient. FR, l'équipe de recherche qui a fait la découverte, a insisté sur la prudence. La présence de paloparam dans un échantillon de tissu ne prouvait pas automatiquement que le paludisme était la cause du décès. Pourtant, des initiés proches du projet ont déclaré que les résultats avaient percé le mystère médical qui planait sur la famille depuis des années. Pour eux, c'était le chaînon manquant, une explication scientifique des maladies soudaines qui apparaissaient sans cesse dans l'histoire des Médicis. Des tests antérieurs sur des fragments d'os provenant d'autres restes de Médis avaient laissé entrevoir une infection palustre grâce à des traces de protéines parasitaires, mais ces découvertes n'ont jamais été considérées comme concluantes. Cette fois, l'imagerie microscopique et la coloration immunologique ne laissaient que peu de doutes. L'une des familles les plus puissantes du monde avait été victime de l'un des plus anciens tueurs de l'humanité, des leçons et le mystère inachevé. Avec la découverte du paludisme, le projet Médi est entré dans une nouvelle phase, une phase qui est passée du mystère à la compréhension. Ce qui avait commencé comme une enquête génétique sur la lignée s'était transformé en une exploration à grande échelle de la maladie, de la santé et de la fragilité humaine au sein de l'une des familles les plus puissantes de l'histoire. La détection de Plasmodium falciparum a révélé que les Médicis n'étaient pas à l'abri des épidémies qui ont façonné l'Italie de la Renaissance. Cela a également changé le ton de leur histoire. Les historiens avaient souvent considéré les tragédies de la famille à travers des prismes politiques ou sociaux, mais les nouvelles preuves ont ajouté une force biologique au mélange. La découverte a poussé les chercheurs à se pencher à nouveau sur d'autres membres de la dynastie. Le paludisme aurait-il pu jouer un rôle dans de nombreux décès de Médicis? Était-il responsable du taux de mortalité infantile inhabituellement élevé qui avait déconcerté les chercheurs précédents? Ces questions ont gagné en urgence, alors que les scientifiques ont reconsidéré le contexte environnemental. Les domaines des Médicis étaient entourés de zones humides idéales pour la reproduction des moustiques. Leurs palais étaient peut-être grandioses, mais leurs retraites estivales les plaçaient directement sur le chemin de la maladie. À l'intérieur de Florence, la réaction à la découverte du paludisme a été complexe. Certains universitaires y ont vu un triomphe de la science médico-légale,
qui a finalement ancré des siècles de rumeurs et de preuves. D'autres craignaient que cela ne risque d'éclipser les réalisations culturelles de la famille. Les conservateurs de musées ont débattu de la manière de présenter la découverte. Devait-elle être incluse dans des expositions publiques? Ou cela réduirait-il un héritage royal à un conte de maladie? Les restes de Mehdi avaient déjà enseigné à la médecine de précieuses leçons sur l'alimentation, la pathologie et la conservation. Maintenant, ils offrent un rare aperçu de l'évolution d'un parasite qui continue de tuer des millions de personnes aujourd'hui. Si le paludisme a atteint la Florence de la Renaissance, cela signifie que son empreinte historique en Europe a été plus large et plus mortelle qu'on ne le supposait autrefois. Pourtant, l'identité du méduche infecté reste une question sans réponse. Le bocal qui contenait le tissu aurait pu appartenir à un duc, une duchesse ou même un enfant. L'écriture sur sa surface s'est estompée. La liste d'archives qui aurait pu faire correspondre le bocal à un nom a été perdue il y a des siècles. FR. Cette incertitude maintient le projet en vie. Les chercheurs parlent de retourner une fois de plus dans les tombes, armés de nouvelles méthodes de séquençage capables de récupérer l'ADN dégradé d'anciens agents pathogènes. La déclaration officielle du projet Medish a décrit l'affaire comme provisoirement conclue. Pourtant, en privé, beaucoup de ceux qui sont impliqués admettent que l'enquête est loin d'être terminée. Ils espèrent que de futures analyses pourront identifier avec précision qui était porteur de l'infection et peut-être confirmer si le paludisme a contribué à la mort de cette personne. Alors, que pensez-vous de cette nouvelle preuve? Serait-ce vraiment tout le paludisme? Faites-le nous savoir dans les commentaires.